Et le matin brumeux à Paris. Le brouillard matinal planait au-dessus des tours de verre de Paris, projetant des ombres qui semblaient refléter l'appréhension habitant le cœur de ceux qui travaillaient sous leurs hauteurs imposantes. Parmi ces monolithes du commerce se dressaient Industries Épineux, un nom murmuré avec autant de révérence que de crainte dans les couloirs du monde des affaires français. Ces 47 étages percèrent le ciel comme une aiguille, acérée et impitoyable, tout comme l'homme qui commandait cet empire depuis le sanctuaire du dernier étage. Alexandre Épineux n'était pas simplement riche, il possédait cette espèce particulière de fortune qui transforme un homme en quelque chose approchant la légende, bien que celle-ci soit héroïque ou édifiante, dépendait entièrement de la proximité avec sa sphère d'influence. À 34 ans, il avait accumulé des richesses qui auraient fait s'arrêter Crésus lui-même d'émerveillement, mais sa véritable monnaie n'était pas l'or, mais la peur. C'était une marchandise qu'il avait appris à échanger avec une précision magistrale, car il avait découvert tôt dans son ascension que la terreur, correctement administrée, pouvait déplacer montagnes et hommes avec la même facilité. Les origines de sa formidable réputation n'étaient pas sans fondement. Ceux qui avaient été témoins de son mécontentement en parlaient à voix basse, décrivant des yeux qui pouvaient glacer le sang dans les veines, et une voix qui, même légèrement élevée au-dessus de sa cadence mesurée habituelle, pouvait réduire des hommes adultes à des enfants balbutiants. Les réunions du conseil d'administration sous sa direction étaient des affaires de précision militaire, où la moindre déviation de la perfection était confrontée à des conséquences qui s'étendaient bien au-delà du simple embarras professionnel. Sa vie personnelle, si un tel terme pouvait s'appliquer à l'existence soigneusement orchestrée qu'il maintenait, était également soumise à ces normes exigeantes. L'appartement de luxe surplombant le jardin du Luxembourg était un témoignage de la perfection esthétique. Chaque meuble, chaque œuvre d'art positionnée avec une précision mathématique. Aucun désordre n'était permis entre ses murs, aucune spontanéité tolérée. Son personnel se déplaçait dans l'espace comme des fantômes, efficaces et invisibles, comprenant implicitement que leur emploi continu dépendait de leur capacité à anticiper ses besoins, tout en restant parfaitement discrets dans l'exécution de leurs tâches. Les femmes, celles assez courageuses ou ambitieuses pour entrer dans son orbite, découvraient rapidement que la proximité avec Alexandre Épineux avait un prix que peu étaient prêtes à payer. Il n'exigeait rien de moins qu'une dévotion absolue, tout en n'offrant que des portions soigneusement mesurées de son attention en retour. Ces liaisons romantiques, si elles pouvaient être dignifiées par un tel terme, étaient aussi précisément orchestrées que ces transactions commerciales, des partenariats d'avantages mutuels, qui se dissolvaient dès que leur utilité expirait. Pourtant, malgré tout son pouvoir et sa richesse accumulée, Alexandre Épineux n'était pas sans vulnérabilité, bien que celles-ci fussent si profondément enfouies sous des couches d'indifférence calculée que même lui avait presque oublié leur existence. Dans les heures calmes avant l'aube, quand la ville en contrebas sommeillait encore et que son appartement demeurait silencieux comme une tombe, il ressentait parfois le poids de son isolement qui pesait sur lui comme une chose physique. Ces moments de faiblesse étaient brefs et impitoyablement réprimés, rejetés comme les fantaisies oisives d'un esprit surmené. C'est dans ce monde soigneusement construit de contrôle absolu que le destin, avec son mépris caractéristique pour la planification humaine, choisit d'introduire un élément de chaos qui s'avérerait plus dangereux que n'importe quel rival commercial ou ralentissement du marché qu'Alexandre n'avait jamais affronté. Le matin qui marquerait le début de sa déchéance se leva gris et banal, ce genre de temps qui semblait aspirer la couleur même du monde. Alexandre arriva à son bureau à précisément 7h30, comme c'était sa coutume immuable, pour trouver son assistante Marguerite qui l'attendait avec son complément habituel de briefing, d'horaires et de divers rapports qui requéraient son attention. C'était une femme d'une 50aine d'années, possédant cette efficacité particulière qui vient de décennies de service dans des environnements où l'erreur n'est pas simplement découragée, mais potentiellement catastrophique. « Votre rendez-vous de 9h a été déplacé à 10h30, rapporta-t-elle d'un ton professionnel et précis. Le contrat Lefebvre nécessite votre signature, et il y a 17 messages marqués urgents qui attendent votre attention. » Alexandre acquiesça brièvement, s'installant déjà derrière son bureau, un monument d'acajou et d'acier qui servait à la fois d'espace de travail et de barrière entre lui et le monde. Le bureau lui-même était un reflet de sa nature, austère mais luxueux, dominé par des fenêtres allant du sol au plafond qui offraient une vue dominante sur la ville en contrebas. Chaque élément avait été choisi non pour le confort, mais pour l'impression qu'il laisserait aux visiteurs.
le rappel subtil qu'il se tenait en présence du pouvoir incarné. C'est alors qu'il examinait les projections trimestrielles, son attention concentrée avec une intensité laser sur les colonnes de chiffres qui détermineraient le sort de milliers d'employés, que Marguerite s'éclaircit la gorge, avec la délicatesse particulière qui précédait les annonces de quelque importance. « Monsieur, je dois vous informer que je partirai à la fin du mois. » Les mots tombèrent dans le silence du bureau comme des pierres dans une eau tranquille, créant des ondulations d'implication qu'Alexandre ressentit plus qu'il n'entendit. Il leva les yeux des documents, fixant Marguerite d'un regard qui avait été connu pour faire trébucher des cadres chevronnés sur leur présentation soigneusement préparée. Expliqué. Marguerite, à son crédit, ne broncha pas sous son examen. La santé de mon mari s'est considérablement détériorée. Les médecins recommandent un changement de climat, quelque part de plus chaud et moins exigeant. Nous avons décidé de nous installer en Provence. Pendant un moment qui s'étira entre eux comme un gouffre, Alexandre ne dit rien. Marguerite avait été avec Industries Épineux pendant 15 ans, avait traversé d'innombrables tempêtes et crises avec un sang-froid imperturbable. Son départ créerait un vide qui serait à la fois professionnellement gênant et personnellement troublant. Pourtant, il avait appris il y a longtemps que le sentiment était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. J'espère que vous vous assurerez que votre remplaçant soit adéquatement préparé pour les responsabilités de ce poste. Bien sûr, monsieur, j'ai déjà commencé à examiner les candidatures et à mener des entretiens préliminaires. Il y a plusieurs candidats qui semblent prometteurs. Et c'est ainsi que la machine du remplacement fut mise en mouvement, bien que ni Alexandre ni Marguerite n'auraient pu prévoir l'individu particulier que le destin sélectionnerait pour ce rôle crucial. Dans les jours qui suivirent, un défilé de candidats se présentèrent pour considération, chacun plus qualifié que le précédent, chacun plus intimidé par la perspective de travailler à proximité si étroite du légendaire Alexandre Épineux. Il y eut Mademoiselle Poulain, dont les références impeccables étaient minées par une tendance à bégayer quand elle était nerveuse. Monsieur Dupont possédait un CV impressionnant mais commis l'erreur fatale de tenter de négocier son salaire de départ pendant l'entretien. Madame Lee possédait l'expérience nécessaire mais semblait visiblement se flétrir sous le regard pénétrant d'Alexandre, son assurance s'effritant comme du sable sous la marée. Chaque entretien suivait le même schéma prévisible. Le candidat arriverait ponctuellement, habillé dans sa plus belle tenue professionnelle, armé de réponses soigneusement répétées aux questions anticipées. Il s'assiérait dans le fauteuil en cuir, en face du bureau d'Alexandre, les mains soigneusement pliées sur leurs genoux, parlant d'un ton mesuré de leur qualification et de leur expérience. Et inévitablement, au fur et à mesure que l'entretien progressait et que les questions d'Alexandre devenaient plus pointues, plus exigeantes, leur sang-froid commencerait à s'effilocher jusqu'à ce qu'ils soient assis devant lui, comme des cerfs pris dans les phares d'un véhicule en approche. C'est Marguerite qui mentionna la première, le nom qui deviendrait bientôt synonyme de bouleversement dans l'existence soigneusement ordonnée d'Alexandre. « Il y a une candidate supplémentaire que je pense que vous devriez considérer, » dit-elle, son ton portant une note de quelque chose qu'Alexandre ne pouvait pas tout à fait identifier. « Mademoiselle Catherine Deschamps, ses qualifications sont peu conventionnelles, mais il y a quelque chose chez elle qui suggère qu'elle pourrait être particulièrement adaptée à cet environnement. » Alexandre jeta à peine un coup d'œil au contrat qu'il examinait. Programmer l'entretien. C'est ainsi qu'il fut arrangé qu'un jeudi matin de fin octobre, alors que le premier frisson de l'automne commençait à se glisser dans les canyons de béton de la ville, Catherine Deschamps monterait les 47 étages jusqu'au bureau d'Alexandre Épineux et, au cours d'une seule conversation, commencerait le démantèlement systématique de tout ce qu'il croyait comprendre sur le pouvoir, le contrôle et l'ordre approprié des choses. Le matin en question se leva avec une tranquillité trompeuse, le ciel d'un bleu pâle tendu comme de la soie au-dessus du paysage urbain. Alexandre arriva à son bureau avec sa ponctualité habituelle, ses mouvements vifs et déterminés, alors qu'il s'installait dans sa routine matinale. Le portfolio en cuir contenant le CV de Catherine Deschamps était précisément centré sur son bureau, bien qu'il ait à peine pris la peine d'en examiner le contenu au-delà de noter ses références éducatives, un diplôme de la Sorbonne, mention très bien, suivi de plusieurs années d'expérience dans des entreprises plus petites. À 10 heures précises, Marguerite annonça l'arrivée de la dernière candidate. Alexandre se redressa dans son fauteuil, prêt à conduire encore un exercice d'intimidation professionnelle, quand la porte du bureau s'ouvrit et Catherine Deschamps entra dans son domaine. Elle n'était pas ce à quoi il s'attendait. Là où les candidats précédents avaient choisi des noirs et gris conservateurs,
Elle portait un tailleur bordeaux profond, qui semblait capturer et refléter la lumière automnale, filtrant par les fenêtres. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière dans un style professionnel, qui suggérait néanmoins que la convention ne lui inspirait aucune terreur particulière. Mais c'étaient ses yeux qui donnèrent pause à Alexandre, sombres, intelligents, et totalement dépourvu de la déférence qu'il avait appris à attendre de ceux qui entraient en sa présence. « Monsieur Épineux », dit-elle, tendant sa main avec le genre de confiance qui ne vient pas de l'arrogance mais d'une certitude absolue de sa propre valeur. « Merci de bien vouloir me recevoir. » Alexandre se leva et accepta sa poignée de main, notant la fermeté de sa prise, la façon dont elle rencontrait son regard sans fléchir. Déjà, les schémas familiers de domination et de soumission qui gouvernaient ses interactions avec le monde extérieur semblaient quelque peu inadéquats à la tâche à accomplir. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Il fit un geste vers le fauteuil en cuir, la regardant s'installer avec le genre de grâce inconsciente qui parlait d'éducation et de culture. « Je suppose que vous comprenez la nature du poste que vous recherchez ?» Les lèvres de Catherine se courbèrent en ce qui aurait pu être un sourire, bien que ses yeux restassent sérieux. « Je crois que oui. Vous avez besoin de quelqu'un qui peut gérer votre emploi du temps, s'occuper de votre correspondance et servir de tampon entre vous et le monde extérieur. Vous avez besoin de quelqu'un qui peut penser rapidement, agir de manière décisive et maintenir une discrétion absolue dans toutes les affaires concernant vos affaires personnelles et professionnelles. » La réponse était parfaite comme dans un manuel, exactement ce que n'importe quel candidat compétent aurait dit. Pourtant, il y avait quelque chose dans sa façon de s'exprimer. Une emphase subtile qui suggérait qu'elle comprenait des implications au-delà du simplement professionnel. « Les exigences de ce poste sont considérables », continua Alexandre, se réinstallant dans son fauteuil et la fixant du regard qui s'était avéré si efficace pour déstabiliser ses prédécesseurs. « Je ne tolère pas l'incompétence, l'indécision ou toute forme de volatilité émotionnelle. La personne qui occupe ce rôle doit être prête à subordonner entièrement ses préoccupations personnelles aux exigences du poste. » Pendant un long moment, Catherine ne dit rien, ses yeux sombres étudiant son visage avec une intensité qu'Alexandre trouva étrangement troublante. Puis, à sa surprise, elle se pencha légèrement en avant, son expression devenant plus animée. « Monsieur Épineux, puis-je vous poser une question ?» La demande était si inattendue qu'Alexandre se retrouva à acquiescer avant d'avoir pleinement considéré les implications. En 15 ans de conduite d'entretien, aucun candidat n'avait jamais osé renverser les rôles de cette manière. Croyez-vous vraiment que la peur soit l'outil le plus efficace pour maintenir le contrôle? La question resta suspendue dans l'air entre eux comme un défi, ses implications s'étendant de façon qu'Alexandre n'était pas préparé à contempler. Il avait construit toute son identité professionnelle sur la prémisse que le pouvoir dérivait de la capacité à instiller l'appréhension chez les autres, que le respect et la peur n'étaient que des mots différents pour la même émotion fondamentale. « Je crois, » dit-il prudemment, sa voix baissant au ton mesuré qui avait précédé la destruction professionnelle d'innombrables individus, que la clarté des attentes et des conséquences est essentielle pour une performance optimale. Catherine hocha la tête pensivement comme si elle considérait ces mots sous plusieurs angles. Une perspective intéressante, bien que je me demande si une telle approche ne s'avérerait pas finalement limitante. Après tout, la peur peut assurer la conformité, mais elle inspire rarement l'excellence. Et l'excellence, j'imagine, est ce qui fait véritablement avancer une organisation comme Industries Épineux. L'observation fut livrée sans défi ni confrontation. Pourtant, Alexandre sentit quelque chose changer en lui, une réaction qu'il ne pouvait pas immédiatement catégoriser. Personne n'avait jamais questionné ses méthodes si directement, si intrépidement. Le conseil d'administration s'en remettait à son jugement sans question. Ses employés se précipitaient pour accomplir chacune de ses directives, et même ses quelques amis restants le traitaient avec le genre de respect prudent réservé aux animaux dangereux. Pourtant ici était assise cette femme, cette Catherine Deschamps, le regardant avec le genre d'évaluation calme qu'on pourrait appliquer à un puzzle intéressant, plutôt qu'à une force de la nature à apaiser et à éviter. « Vous semblez remarquablement à l'aise pour défier des employeurs potentiels, mademoiselle Deschamps. Seulement quand je crois que le défi pourrait mener à un résultat plus productif pour toutes les parties concernées. » Son sourire devint plus prononcé, bien que ses yeux restassent vigilants. « Je soupçonne, monsieur Épineux, que vous vous êtes habitué à un type particulier d'interaction, un dans lequel votre position et votre réputation vous précèdent dans chaque pièce, assurant que les conversations se déroulent selon des schémas prévisibles.
Mais je me demande si une telle prévisibilité ne pourrait pas, à sa façon, être une forme de limitation. Alexandre sentit sa mâchoire se serrer, bien que ce soit de colère ou de quelque chose d'entièrement différent, il ne pouvait le dire. Vous croyez comprendre ma situation mieux que moi-même? Pas du tout. Mais je crois que parfois le service le plus précieux qu'on puisse rendre est de voir les situations depuis une perspective qui n'a pas été influencée par la proximité du pouvoir. Les mots étaient soigneusement choisis, diplomatiques mais directs, et Alexandre réalisa avec un sentiment croissant de malaise que cette conversation s'était entièrement écartée du script qui avait gouverné chaque autre entretien. Catherine Deschamps ne cherchait pas son approbation à la manière de ses prédécesseurs. Elle l'évaluait autant qu'il l'évaluait. « Et qu'est-ce qui ?» demanda-t-il, sa voix portant une trace de l'acier qui avait intimidé des salles de conseil remplies de cadres. « Vous fait croire que votre perspective serait de valeur pour quelqu'un dans ma position ?» Catherine resta silencieuse un moment, son regard se déplaçant vers la fenêtre derrière son bureau, où la ville s'étendait dans toute sa gloire chaotique. Quand elle parla à nouveau, sa voix portait une qualité de réflexion qui semblait en contradiction avec l'efficacité clinique de l'environnement corporatif. « Parce que, monsieur Épineux, je soupçonne que sous toutes les barrières soigneusement construites que vous avez érigées, vous êtes aussi curieux de la réponse à cette question que je le suis. » L'observation le frappa, comme un coup physique, non pas parce qu'elle était particulièrement profonde, mais parce qu'elle était vraie. Durant toutes ces années de pouvoir et d'influence accumulées, il s'était entouré d'individus qui lui disaient ce qu'il croyait, qu'il voulait entendre, qui reflétaient ses propres suppositions et préjugés dans une boucle sans fin de confirmation. La possibilité que quelqu'un puisse offrir une perspective véritablement différente, une qui ne soit pas filtrée par la peur ou l'intérêt personnel, était à la fois terrifiante et étrangement séduisante. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait se souvenir, Alexandre Épineux se trouvait véritablement incertain de la façon de procéder. L'entretien était devenu quelque chose d'entièrement différent, une conversation dont il ne pouvait prédire ou contrôler l'issue. Et peut-être le plus troublant de tout, il découvrit qu'une partie de lui, une partie qu'il avait cru depuis longtemps enterrée sous des couches d'indifférence calculée, était curieuse de voir où une telle conversation pourrait mener. « Le poste exige une loyauté absolue », dit-il finalement, bien que les mots semblassent quelque peu inadéquats pour le moment. « La loyauté, oui », acquiesça Catherine, « mais peut-être pas le genre auquel vous pensez. La vraie loyauté ne naît pas de la peur, monsieur Épineux. Elle vient du respect, un respect authentique, gagné par des actions plutôt qu'imposées par l'autorité. Et le respect, j'ai constaté, est quelque chose qui circule dans les deux sens. » Alexandre la fixa pendant un long moment, sentant comme s'il se tenait au bord d'un vaste précipice dont il ne pouvait sonder les profondeurs. Tout dans son expérience lui disait de terminer cet entretien immédiatement, de remercier poliment mademoiselle Deschamps pour son temps et de la renvoyer avant que ses perspectives non conventionnelles ne puissent contaminer l'environnement soigneusement ordonné qu'il avait passé des années à perfectionner. Pourtant quelque chose, appelez-le curiosité, appelez-le le premier frémissement d'une faim qu'il n'avait pas reconnu même à lui-même, l'empêcha de prononcer les mots de congédiement. Au lieu de cela, il se surprit à demander « Quand pourriez-vous commencer ?» La question les surprit tous les deux, suspendus dans l'air comme une décision prise par une autre version de lui-même, moins préoccupé par le maintien d'un contrôle absolu sur chaque variable de son environnement. Les yeux de Catherine s'élargirent légèrement, bien qu'elle retrouvât sa composition avec une vitesse admirable. Immédiatement si nécessaire. Lundi matin, 7h30. J'y serai. Comme Catherine se levait et tendait à nouveau sa main, Alexandre ressentit le poids d'une décision dont il ne pouvait pas encore comprendre toutes les implications. Sa poignée de main était ferme, confiante, et comme elle se tournait pour partir, il capta le parfum subtil de jasmin, léger mais incontestablement présent. Après son départ et que Marguerite fut retournée à son bureau avec l'expression satisfaite de quelqu'un dont le devoir avait été correctement accompli, Alexandre s'assit seul dans son bureau, regardant la ville en contrebas. Pendant 34 ans, il avait vécu selon des principes de contrôle et de domination qui l'avaient bien servi, le transformant du jeune homme en colère et ambitieux qu'il avait été en une force de la nature qui commandait maintenant l'une des sociétés les plus puissantes du pays. Pourtant, dans l'espace d'une seule conversation, Catherine Deschamps avait introduit des variables dans son existence soigneusement calculées qui menaçaient de bouleverser l'équilibre délicat qu'il avait passé tant d'années à perfectionner. Elle avait défié ses hypothèses fondamentales sur le pouvoir et la loyauté, avait regardé sa redoutable réputation sans intimidation apparente
et avait, d'une manière ou d'une autre, réussi à le laisser avec le sentiment que c'était lui qui avait été soumis à évaluation plutôt que de la conduire. Alors que les ombres de l'après-midi commençaient à s'allonger sur le sol de son bureau, Alexandre trouva ses pensées revenant encore et encore à leur conversation, analysant ses mots pour des significations qu'il aurait pu manquer, examinant ses expressions pour des indices sur ses véritables intentions. C'était, réalisa-t-il avec un sentiment croissant de malaise, la première fois depuis des années qu'un autre être humain avait réussi à capturer si complètement son attention. Lundi matin, se dit-il, apporterait de la clarté. L'intimité artificielle de l'environnement de l'entretien céderait la place aux dynamiques plus familières d'employeurs et d'employés, de supérieurs et de subordonnés. Catherine Deschamps prendrait sa place dans l'ordre établi des choses, ses perspectives non conventionnelles tempérées par les réalités de la hiérarchie d'entreprise et la pression inexorable de ses attentes. Pourtant, même alors qu'il s'assurait de ses certitudes, une petite voix dans les profondeurs de sa conscience chuchotait que lundi matin pourrait s'avérer bien plus compliqué qu'il ne l'anticipait. Catherine Deschamps avait déjà démontré une résistance remarquable à l'intimidation, une indépendance d'esprit qui suggérait qu'elle ne serait pas facilement modelée pour répondre à ses exigences. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait se souvenir, Alexandre Épineux se retrouvait à contempler le lundi matin avec quelque chose approchant l'anticipation, et peut-être bien qu'il ne l'admettrait même pas à lui-même, avec la plus légère touche de peur. Le lundi matin arriva avec ce genre de clarté vive qui semblait se moquer du tumulte intérieur d'Alexandre. Il avait passé le week-end à sa manière habituelle, une routine soigneusement structurée d'exercice matinal, de travail l'après-midi et de solitude le soir, qui ne laissait aucune place à la contemplation oisive ou à l'introspection indésirable. Pourtant, malgré ses meilleurs efforts pour maintenir la concentration disciplinée qui était devenue une seconde nature pour lui, ses pensées étaient revenues avec une régularité frustrante à la femme qui, dans quelques heures, prendrait sa place dans le sanctuaire intérieur de son domaine professionnel. À 7h15, il était déjà assis à son bureau, les rapports du matin étalés devant lui dans leur arrangement précis habituel. Marguerite avait préparé un briefing complet pour le premier jour de Catherine, avec des instructions détaillées concernant ses préférences, ses horaires et les divers protocoles qui régissaient ses interactions avec le monde extérieur. Tout avait été anticipé, catalogué et réduit à des procédures gérables. Tout, c'est-à-dire, sauf la question fondamentale de savoir comment Catherine Deschamps réagirait aux réalités du travail à proximité si étroite de sa marque particulière d'autorité. À 7h30 précise, l'ascenseur sonna son arrivée, et Alexandre se surprit à écouter avec une attention inhabituelle le bruit des pas dans le bureau extérieur. La voix de Marguerite, chaleureuse et accueillante, portait à travers la porte partiellement ouverte, alors qu'elle accueillait le plus récent membre de leur petit cercle exclusif. « Mademoiselle Deschamps, bienvenue à Industries Épineux. J'espère que vous avez trouvé le bâtiment facilement. S'il vous plaît, appelez-moi Catherine. Et oui, merci. Vos directions étaient parfaitement claires. » Même filtrée à travers l'espace intermédiaire, la voix de Catherine portait cette même qualité d'assurance confiante qui avait tant déstabilisé Alexandre lors de leur entretien. Il n'y avait aucune trace de la nervosité qu'on pourrait raisonnablement attendre de quelqu'un commençant son premier jour dans un poste si exigeant, aucun indice de la déférence qui avait caractérisé toutes les interactions initiales des autres employés avec l'étage de direction. Pendant l'heure suivante, Alexandre écouta le murmure des voix, alors que Marguerite guidait Catherine à travers les divers systèmes et procédures qui régiraient ses responsabilités quotidiennes. Occasionnellement, il captait des fragments de leur conversation, discussions sur les systèmes de classement, les protocoles de communication et la toile complexe de relations qui connectait Industries Épineux au monde plus large des affaires françaises. Les questions de Catherine étaient réfléchies et incisives, démontrant une compréhension des dynamiques organisationnelles qui allait bien au-delà de la simple compétence technique. Il était presque 9h quand Marguerite frappa finalement à la porte de son bureau, entrant avec Catherine à ses côtés. Dans l'éclairage fluorescent cru de l'environnement corporatif, elle apparaissait encore plus frappante qu'Alexandre ne s'en souvenait. Sa tenue professionnelle réussissant d'une manière ou d'une autre à suggérer à la fois la compétence et une vitalité sous-jacente qui semblait en contradiction avec l'efficacité stérile de leur environnement. « Monsieur Épineux », annonça Marguerite, « je crois que mademoiselle Deschamps est prête à commencer ses fonctions. » Alexandre se leva de sa chaise, remarquant comment le regard de Catherine se déplaçait rapidement autour du bureau,
absorbant les divers éléments qui composaient son environnement de travail avec le genre d'évaluation systématique qu'il aurait pu appliquer à une nouvelle acquisition ou opportunité stratégique. Quand ses yeux rencontrèrent finalement les siens, il ne vit aucune de l'appréhension soigneusement réprimée qui avait caractérisé ses interactions avec les assistants précédents. « Bonjour Catherine », dit-il, testant le son de son prénom sur ses lèvres. « J'espère que Marguerite vous a fourni une orientation adéquate concernant vos responsabilités. En effet, bien que je soupçonne que la véritable éducation viendra de l'expérience pratique plutôt que de la préparation théorique. » L'observation fut livrée avec un léger sourire qu'Alexandre trouva étrangement désarmant. La plupart des nouveaux employés passaient leur première semaine dans un état d'anxiété accrue, cherchant désespérément l'approbation et la validation de leur performance. Catherine, cependant, semblait voir son nouveau poste comme un défi intéressant plutôt qu'un test de survie. Marguerite, satisfaite que la transition se déroulait sans heurts, s'excusa pour s'occuper de diverses questions administratives, laissant Alexandre seul avec Catherine pour la première fois depuis leur entretien. Le silence qui suivit était chargé de possibilités, une toile vierge sur laquelle les schémas de leurs futures relations professionnelles seraient dessinés. « Votre première priorité, » commença Alexandre, se réinstallant dans son fauteuil et assumant le ton vif et autoritaire qui était devenu son mode de communication par défaut, sera de vous familiariser avec mon emploi du temps pour le reste de la semaine. Il y a 3 réunions du conseil, 2 présentations clients et un dîner avec le maire qui nécessiteront une coordination soigneuse. Catherine acquiesça, tirant un portfolio en cuir de sa mallette et l'ouvrant pour révéler des pages de notes écrites d'une main claire et élégante. J'ai déjà examiné l'emploi du temps préliminaire que Marguerite a fourni. La réunion avec Industrie Lefebvre mercredi pourrait présenter quelques complications. Leur PDG a la réputation de « négociation difficile ». Préféreriez-vous que j'arrange du temps de préparation supplémentaire ? La question démontrait exactement le genre de réflexion proactive qu'Alexandre valorisait chez son personnel. Pourtant, quelque chose dans la façon dont Catherine l'avait livrée suggérait qu'elle testait les limites de leur relation professionnelle même en remplissant ses exigences de base. Monsieur Lefebvre est en effet difficile à travailler avec, reconnut Alexandre. Cependant, j'ai constaté que l'approche la plus efficace est de lui présenter des options qui semblent offrir un choix, tout en contraignant en réalité ses décisions à des résultats qui servent nos intérêts. Le stylo de Catherine s'arrêta au-dessus de ses notes, et elle leva les yeux vers lui avec une expression qui contenait à parts égales de la curiosité et quelque chose qui aurait pu être une légère désapprobation. Une stratégie intéressante, bien que je me demande si une telle manipulation ne s'avérerait pas finalement contre-productive. D'après mon expérience, même les individus les plus difficiles répondent mieux au respect authentique qu'aux manœuvres habiles. Le commentaire frappa Alexandre comme un coup bien visé. Non pas parce qu'il était particulièrement dur, mais parce qu'il exposait des hypothèses qu'il avait depuis longtemps cessé d'examiner. Son approche des relations d'affaires était en effet manipulatrice, fondée sur la croyance que les autres personnes étaient des variables à contrôler plutôt que des partenaires avec qui s'engager. Pourtant, entendre cette philosophie fondamentale contestée si directement, et par quelqu'un dont la survie professionnelle dépendait de sa bienveillance, était à la fois choquant et étrangement rafraîchissant. Vous croyez que le respect est plus efficace que la stratégie ? Je crois que les deux n'ont pas besoin d'être mutuellement exclusifs. Les négociations les plus réussies dont j'ai été témoin ont été celles où toutes les parties sentaient que leurs intérêts étaient véritablement compris et valorisés, même lorsque des compromis étaient finalement nécessaires. Alexandre se surprit à se pencher légèrement en avant, attiré dans la conversation malgré son meilleur jugement. Et si l'autre partie se révèle peu disposée à étendre la même courtoisie ? S'il voit le respect comme une faiblesse à exploiter? Le sourire de Catherine devint plus prononcé, et pendant un moment, Alexandre aperçut quelque chose de presque joueur dans son expression. Alors vous avez appris quelque chose de précieux sur leur caractère, n'est-ce pas? Et cette connaissance devient un avantage stratégique en soi. L'observation fut livrée avec une confiance si décontractée qu'Alexandre se sentit momentanément déséquilibré, comme si le sol familier sous ses pieds s'était déplacé sans avertissement. Catherine Deschamps possédait non seulement l'acuité intellectuelle qu'il exigeait d'une assistante, mais aussi une perspective sur la nature humaine qui défiait ses hypothèses les plus fondamentales sur le pouvoir et l'influence. Leur conversation fut interrompue par la sonnerie de son téléphone, annonçant le premier appel programmé de la journée. Comme Catherine se déplaçait pour y répondre, Alexandre l'observa avec le genre d'attention concentrée qu'il réservait habituellement aux rapports trimestriels ou aux documents de fusion. Sa voix au téléphone était chaleureuse mais professionnelle,
affichant exactement le bon équilibre d'autorité et d'accessibilité. Elle géra les questions de l'appelant avec une aisance compétente, démontrant une compréhension intuitive de quand s'en remettre à son jugement et quand fournir des informations directement. Au cours de la matinée, ce modèle se répéta avec une remarquable constance. Catherine gérait sa correspondance avec une efficacité qui frôlait l'art, filtrant les appels avec une précision diplomatique et gérant les diverses petites crises qui composaient le fonctionnement quotidien d'une grande entreprise. Pourtant, ce qui frappa Alexandre avec le plus de force n'était pas sa compétence technique, cela avait été évident dès le début, mais plutôt la façon dont elle semblait apporter une qualité différente d'énergie à l'environnement du bureau. Là où Marguerite avait maintenu le genre d'invisibilité professionnelle qui la rendait suprêmement efficace mais finalement oubliable, la présence de Catherine était impossible à ignorer. Elle se déplaçait dans le bureau avec une confiance naturelle qui suggérait qu'elle y appartenait, engageant avec les cadres visiteurs et les membres du personnel comme des égaux plutôt que des subordonnés. Son rire, quand il se produisait, était authentique et contagieux, créant des moments de chaleur inattendus dans un environnement qui avait été conçu pour intimider et impressionner, plutôt que pour accueillir. À midi, Alexandre se surprit à prêter moins d'attention à son travail, et plus aux façons subtiles dont l'arrivée de Catherine avait modifié la dynamique de son domaine professionnel. Le changement n'était pas dramatique. Elle maintenait tous les protocoles appropriés et observait toutes les exigences de la hiérarchie d'entreprise. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, l'air même semblait différent, chargé de possibilités qui n'existaient pas la semaine précédente. C'est pendant le déjeuner, alors qu'il était assis seul dans son bureau à examiner des contrats pendant que Catherine s'occupait de sa correspondance, que le premier véritable test de leur relation professionnelle survint. L'appel vint de Jean Blanchard, le PDG d'une entreprise concurrente avec laquelle Alexandre était engagé dans un différend particulièrement acrimonieux concernant un lucratif contrat gouvernemental. La réputation de Blanchard pour des pratiques commerciales vicieuses n'était égalée que par son talent pour les insultes personnelles déguisées en discours professionnels. Catherine apparut dans l'encadrement de sa porte, son expression soigneusement neutre, alors qu'elle annonçait l'appel. « Monsieur Blanchard est sur la ligne 1. Il dit que c'est au sujet du contrat du ministère de la Défense. » Alexandre sentit le serrement familier dans sa poitrine, qui précédait des conversations particulièrement désagréables. La réponse défensive automatique que des années de guerre d'entreprise avaient gravée dans ses os mêmes. Transférer l'appel. Alors qu'il portait le téléphone à son oreille, Alexandre remarqua que Catherine n'était pas immédiatement retournée à son bureau, mais se tenait plutôt dans l'encadrement de la porte, son attention concentrée sur quelque chose qui semblait se situer au-delà des exigences immédiates de la gestion de bureau. Blanchard. Alexandre, espèce de magnifique salaud. La voix de Blanchard portait sa combinaison habituelle de fausse bonhomie et de menaces sous-jacentes. J'espère que vous avez reçu notre dernière proposition concernant la situation du ministère de la Défense. En effet, et j'espère que vous comprenez pourquoi elle est entièrement inacceptable. Ce qui suivit fut 15 minutes du genre de guerre verbale qui avait caractérisé leurs relations professionnelles pendant la majeure partie d'une décennie. Blanchard déploya chaque arme de son arsenal considérable. Menaces voilées, insultes soigneusement élaborées, et le genre de tactique de pression psychologique qui avait réduit des hommes moindres à une incohérence balbutiante. Alexandre répondit avec un venin égal, sa voix devenant progressivement plus froide, alors que la conversation escaladait vers sa conclusion inévitable de récrimination mutuelle et d'hostilité professionnelle. Ce n'est qu'en terminant finalement l'appel avec plus de force que strictement nécessaire, qu'Alexandre prit conscience de la présence continue de Catherine dans l'encadrement de sa porte. Elle l'observait avec une expression qu'il ne pouvait pas immédiatement interpréter, ses yeux sombres reflétant un mélange de préoccupation et quelque chose qui aurait pu être de la déception. « Conversation difficile ?» demanda-t-elle, son ton soigneusement neutre. Alexandre posa le téléphone avec une précision délibérée, luttant pour contenir la vague de colère que de telles conversations provoquaient invariablement. Jean Blanchard est un serpent qui vendrait sa propre mère si le prix était juste. Traiter avec lui requiert une certaine franchise d'approche. Catherine hocha lentement la tête, bien que son expression suggérât qu'elle traitait des informations au-delà des simples faits de la situation. Il semble certainement faire ressortir un côté particulier de votre personnalité. L'observation fut livrée sans jugement. Pourtant, Alexandre ressentit un picotement inconfortable de conscience de soi. Quelque chose dans le ton de Catherine suggérait qu'elle avait été témoin non pas simplement d'une conversation d'affaires, mais d'une sorte de performance,
un étalage ritualisé de masculinité corporative qui servait des objectifs au-delà des exigences tactiques immédiates de la négociation. Le monde des affaires n'est pas un endroit pour les faibles de cœur, Catherine. Parfois, l'agression est le seul langage que certains individus comprennent. Peut-être, bien que je me demande s'il n'y aurait pas des moyens plus efficaces d'atteindre les mêmes résultats. Alexandre la fixa du genre de regard qui avait fait taire d'innombrables discussions en salle de conseil. Pourtant Catherine soutint son regard sans fléchir. Le silence s'étira entre eux, chargé d'implications qu'aucun des deux n'était tout à fait prêt à aborder directement. Vous croyez que vous auriez pu gérer cette conversation plus efficacement? Je crois que la colère, aussi justifiée soit-elle, mène rarement à des résultats optimaux. Monsieur Blanchard tentait clairement de vous provoquer, et dans une certaine mesure, il a réussi. Cela suggère qu'il a atteint au moins une partie de son objectif, indépendamment des concessions que vous avez pu lui extraire. L'analyse était si astucieuse et livrée avec une telle certitude calme qu'Alexandre se retrouva momentanément sans voix. Dans toutes ces années de combat d'entreprise, personne n'avait jamais osé critiquer sa gestion des négociations difficiles si directement. Les membres du conseil s'en remettaient à son jugement, les subordonnés louaient sa brillance tactique, et les rivaux craignaient ou enviaient sa réputation d'efficacité impitoyable. Pourtant voici Catherine Deschamps, à peine 4 heures après son entrée en fonction comme son assistante, suggérant que sa légendaire capacité à dominer les négociations hostiles pourrait en réalité être une forme de faiblesse plutôt que de force. Et quelle approche alternative suggéreriez-vous? Catherine resta silencieuse un moment, son regard se déplaçant vers la fenêtre derrière son bureau, où le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la ville en contrebas. Quand elle parla à nouveau, sa voix portait une qualité de réflexion qui suggérait qu'elle partageait des idées nées d'une réflexion authentique plutôt que de simples connaissances théoriques. Je suggérerais que le vrai pouvoir réside non pas dans la capacité à intimider ou à submerger, mais dans la capacité à comprendre ce qui motive les autres et à aborder ces motivations de façon qui servent vos intérêts, tout en respectant leur dignité. Monsieur Blanchard a clairement quelque chose dont il a besoin de vous, quelque chose au-delà de la simple compétition professionnelle. Si vous pouviez identifier ce que c'est et trouver un moyen de l'aborder constructivement, vous pourriez le trouver beaucoup plus disposé à une négociation raisonnable. Alexandre la fixa pendant un long moment, sentant comme si elle venait de proposer de réécrire les lois fondamentales de la physique. Toute son approche des affaires était fondée sur l'hypothèse que le pouvoir dérivait de la capacité à imposer sa volonté aux autres, que le succès exigeait l'élimination systématique de la faiblesse et de la vulnérabilité de toutes les interactions professionnelles. Pourtant, Catherine suggérait quelque chose de tout à fait différent, une forme de pouvoir qui dérivait non pas de la domination mais de la compréhension, non pas de la peur, mais d'une sorte d'empathie stratégique qui reconnaissait l'humanité de ses adversaires même en cherchant à les surpasser. L'idée était à la fois terrifiante et étrangement séduisante, représentant une inversion complète de tout ce qu'on lui avait enseigné sur le leadership et le succès. Accepter la perspective de Catherine exigerait qu'il reconnaisse que toute son identité professionnelle pourrait être construite sur des fondations qui n'étaient pas simplement discutables, mais activement contre-productives. Pourtant, même alors qu'il rejetait intellectuellement cette possibilité, Alexandre se trouva curieux du genre de personne qui pouvait proposer des alternatives si radicales avec une telle confiance calme. Catherine Deschamps était clairement plus que l'assistante compétente qu'il avait cru embaucher. C'était une femme d'intellect substantiel et de jugement indépendant, quelqu'un dont la perspective avait été façonnée par des expériences et des idées qui différaient fondamentalement des siennes. Pour le reste de l'après-midi, Alexandre trouva son attention divisée entre les diverses exigences de son emploi du temps et sa fascination croissante pour la femme qui gérait maintenant les opérations quotidiennes de sa vie professionnelle. Catherine gérait chaque tâche avec la même combinaison d'efficacité et d'innovation subtile qu'il avait observée plus tôt. Pourtant, il commença à remarquer des couches supplémentaires de complexité dans son approche du travail. Lorsqu'elle traitait avec des fournisseurs difficiles, elle affichait un talent pour trouver un terrain d'entente qui transformait des négociations potentiellement litigieuses en sessions de résolution collaborative de problèmes. Ses interactions avec les autres membres du personnel étaient marquées par un intérêt authentique pour leurs perspectives et préoccupations, créant une atmosphère de respect mutuel qui contrastait fortement avec l'atmosphère d'intimidation contrôlée qui avait précédemment caractérisé les tâches de direction. Plus intriguant encore, elle semblait posséder une compréhension intuitive de quand s'en remettre à son autorité et quand exercer son propre jugement,
naviguant dans les dynamiques complexes de leurs relations professionnelles avec une sophistication qui suggérait une expérience considérable dans la gestion de personnalités puissantes. Alors que la journée touchait à sa fin et que le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres à travers le sol de son bureau, Alexandre se retrouva face à une réalisation qui était à la fois malvenue et impossible à ignorer. Catherine Deschamps allait changer les choses. Sa présence avait déjà commencé à modifier l'environnement soigneusement contrôlé qu'il avait passé des années à perfectionner, introduisant des variables qu'il ne pouvait ni prédire ni contrôler. La question qui restait était de savoir si de tels changements s'avéreraient finalement bénéfiques ou catastrophiques pour l'équilibre délicat de pouvoir et d'influence qui gouvernait son monde. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait se souvenir, Alexandre Épineux se trouva véritablement incertain quant à l'avenir, et malgré ses meilleurs efforts pour la réprimer, il découvrit que l'incertitude pouvait être étrangement exaltante. À 18h, alors que Catherine se préparait à partir pour la soirée, elle apparut dans l'encadrement de sa porte avec la même composition confiante qu'elle avait affichée tout au long de la journée. « Y a-t-il autre chose dont vous aurez besoin avant que je parte ?» Alexandre leva les yeux des rapports qu'il avait examinés, notant comment la lumière déclinante semblait adoucir les lignes nettes de sa tenue professionnelle sans diminuer l'intelligence qui animait ses traits. « Non, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Vous avez dépassé mes attentes. » Le sourire de Catherine en réponse était à la fois satisfait et légèrement mystérieux, comme si elle comprenait des implications dans ces mots qu'il n'avait pas eu l'intention de transmettre. « Merci, monsieur Épineux. J'ai hâte d'être à demain. » Alors que ses pas s'éloignaient dans le couloir et que l'ascenseur l'emportait loin du 47e étage, Alexandre restait assis seul dans son bureau, entouré des attributs familiers du pouvoir et du succès, mais se sentant d'une certaine façon, comme s'il se tenait au seuil de quelque chose d'entièrement inconnu. Catherine Deschamps avait terminé son premier jour avec un succès remarquable, démontrant exactement le genre de compétences et de perspicacité qu'il exigeait d'une assistante. Pourtant, il ne pouvait se défaire du sentiment qu'en l'embauchant, il avait introduit dans son existence soigneusement ordonnée une force qui s'avérerait bien plus transformatrice qu'il ne l'avait anticipé. Le défi qu'elle représentait n'était pas simplement professionnel mais personnel, touchant à des hypothèses et des croyances qu'il n'avait jamais auparavant été obligé d'examiner ou de défendre. Alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller dans l'obscurité grandissante au-delà de ses fenêtres, Alexandre Épineux se retrouva à contempler le curieux paradoxe d'avoir trouvé exactement ce qu'il cherchait au dernier endroit où il s'attendait à le rencontrer, et se demandant si ce qu'il avait trouvé pourrait finalement s'avérer être plus qu'il n'était préparé à gérer. La deuxième semaine de l'emploi de Catherine apporta avec elle un changement subtil mais indéniable dans les rythmes qui avaient gouverné l'existence professionnelle d'Alexandre pendant la majeure partie d'une décennie. Là où ses journées se déroulaient autrefois avec la précision prévisible d'une horloge, il se trouvait maintenant sujet à de petites déviations de routine qui semblaient s'accumuler comme des gouttes d'eau, chacune insignifiante en soi, mais collectivement capable d'user les fondations les plus solides. Cela commença par des questions apparemment triviales. La façon dont Catherine arrangeait ses briefings matinaux pour inclure les perspectives des membres juniors du personnel, dont les idées avaient été précédemment filtrées à travers de multiples couches de gestion, ou son habitude de programmer de brefs intervalles entre les réunions qui permettaient une réflexion authentique, plutôt que la succession implacable d'obligations qui avait caractérisé son ancien emploi du temps. Ces changements étaient mis en œuvre avec une telle subtilité diplomatique qu'Alexandre se retrouvait à les accepter avant d'avoir pleinement reconnu leur importance. Pourtant, ce n'étaient pas simplement les aspects mécaniques de sa routine qui commençaient à changer sous l'influence de Catherine. Plus profond et bien plus troublant étaient les changements dans ses propres réponses aux divers défis et opportunités qui composaient le fonctionnement quotidien d'Industries Épineux. Là où il avait autrefois abordé chaque situation comme un problème à résoudre, par l'application systématique de l'autorité et de l'intimidation, il se retrouvait maintenant à faire une pause pour considérer des alternatives qui lui auraient semblé absurdes quelques semaines plus tôt. La transformation devint apparente lors d'une réunion du conseil particulièrement litigieuse, un jeudi matin gris de novembre. L'ordre du jour concernait l'acquisition proposée d'un concurrent plus petit, dont les difficultés financières avaient créé ce que les conseillers d'Alexandre s'accordaient unanimement à considérer comme une opportunité exceptionnelle d'expansion. La société cible employait près de 300 personnes dans 2 départements, et son absorption par Industries Épineux
éliminerait les redondances qui se traduiraient par des économies de coûts significatives et des pertes d'emplois inévitables pour environ la moitié de la main-d'œuvre existante. Alexandre était entré dans la réunion prêt à faire passer l'acquisition avec sa détermination habituelle, soutenu par des projections financières qui rendèrent les avantages stratégiques indéniablement clairs. Les membres du Conseil, comme prévu, avaient soulevé leurs préoccupations habituelles concernant l'approbation réglementaire et les coûts d'intégration, des préoccupations qu'Alexandre était bien équipé pour aborder grâce à une combinaison d'analyses détaillées et du genre de plaidoyer énergique qu'il avait porté à travers d'innombrables situations similaires. Pourtant, au fur et à mesure que la discussion progressait et que les divers membres exprimaient leurs objections et approbations prévisibles, Alexandre trouva son attention dérivant vers des considérations qui auraient normalement été écartées comme non pertinentes pour la question centrale de la stratégie d'entreprise. Les 300 employés dont les moyens de subsistance étaient en jeu étaient plus que de simples statistiques dans une analyse coûts-avantages. C'étaient des individus avec des familles, des hypothèques et des rêves qui seraient brisés par des décisions prises dans cette salle de conférence stérile, haute au-dessus des rues de la ville. La réalisation le frappa avec une force inattendue, non pas parce qu'il n'avait jamais contemplé auparavant les coûts humains des décisions d'entreprise. De telles considérations étaient un aspect inévitable du leadership d'entreprise, mais parce que pour la première fois dans sa mémoire, ces coûts semblaient emporter un poids qui était plus que simplement abstrait. Il se surprit à imaginer les visages de personnes qu'il n'avait jamais rencontrées, à envisager les conversations qui auraient lieu autour des tables de cuisine quand les licenciements seraient annoncés, à se représenter le désespoir silencieux des professionnels expérimentés soudainement propulsés dans un marché du travail incertain. Alexandre ? La voix appartenait à Thomas Morel, le membre senior du conseil et un homme dont la propre philosophie d'affaires s'alignait étroitement avec l'approche traditionnelle d'Alexandre dans de telles questions. Vous avez été inhabituellement silencieux. J'espère que vous n'avez pas de seconde pensée quant à l'avancement. La question resta suspendue dans l'air comme un défi, et Alexandre réalisa que toute la salle l'observait avec le genre d'attention concentrée qui suggérait que sa distraction momentanée avait été plus apparente qu'il ne l'avait voulu. C'étaient des hommes et des femmes qui avaient travaillé avec lui pendant des années, qui comprenaient son processus de prise de décision avec l'intimité qui vient d'innombrables expériences partagées de guerre d'entreprise. Son hésitation n'était pas simplement inattendue, elle était sans précédent. Je considère s'il pourrait y avoir des approches alternatives qui atteindraient nos objectifs stratégiques, tout en minimisant l'impact collatéral. La phrase sonnait étrange dans sa propre bouche, un euphémisme diplomatique pour le genre de considération humaine qui n'avait jamais auparavant figuré de manière significative dans ses calculs d'affaires. Plusieurs membres du conseil échangèrent des regards qui suggéraient que ces mots avaient été notés et seraient probablement discutés dans des conversations privées après la conclusion de la réunion. L'expression de Morel reflétait une confusion polie. Des approches alternatives ? Alexandre, nous avons examiné cette opportunité sous tous les angles concevables. Les avantages financiers sont clairs, les avantages stratégiques sont substantiels, et nos concurrents exécuteraient une acquisition similaire sans un moment d'hésitation. Quelles alternatives envisagez-vous ? C'était une question raisonnable, une qui méritait une réponse cohérente basée sur des principes commerciaux solides, plutôt que sur les vagues impulsions humanitaires qui semblaient avoir pris le contrôle de son esprit habituellement analytique. Pourtant, alors qu'Alexandre cherchait des mots qui expliqueraient adéquatement sa réticence soudaine à procéder avec une stratégie qui aurait semblé évidente quelques semaines plus tôt, il se retrouva à penser aux observations de Catherine sur le pouvoir et le respect, sur la possibilité que la vraie force puisse dériver de la compréhension plutôt que de la domination. Je me demande si nous pourrions explorer des options pour une intégration partielle, maintenir des opérations séparées dans des domaines clés, tout en réalisant des économies d'échelle, grâce à des services partagés et une planification stratégique coordonnée. Une telle approche préserverait les niveaux d'emploi tout en générant encore des synergies significatives. Le silence qui suivit sa suggestion était chargé d'implications qui s'étendaient bien au-delà de la question immédiate de la stratégie d'entreprise. Alexandre Épineux, l'homme qui avait bâti sa réputation sur l'efficacité impitoyable et une concentration inébranlable sur la valeur pour les actionnaires, proposait une ligne de conduite qui donnait la priorité au bien-être des employés plutôt qu'à la rentabilité maximale. La transformation était si radicale que plusieurs membres du conseil semblaient véritablement sans voix.
C'est Marguerite Chen, le plus récent membre du conseil et la seule femme dans la pièce à part la secrétaire d'entreprise, qui rompit finalement le silence. C'est une possibilité intrigante, une qui pourrait également fournir certains avantages en termes de relations publiques étant donné le climat politique actuel. Les entreprises qui démontrent une préoccupation authentique pour le bien-être des employés tendent à bénéficier d'un traitement plus favorable de la part des agences réglementaires et des groupes de défense des consommateurs. Ces mots ont fourni un pont entre les impulsions humanitaires d'Alexandre et les considérations commerciales pragmatiques que le Conseil comprenait et respectait. En quelques minutes, la conversation avait changé de l'approbation réflexive du modèle d'acquisition traditionnel à une discussion sérieuse d'approches innovantes qui pourraient servir plusieurs parties prenantes simultanément. À la conclusion de la réunion, Alexandre avait obtenu l'approbation du Conseil pour une analyse complète des stratégies d'intégration alternatives, gagnant du temps pour explorer des options qui auraient été rejetées d'emblée lors de toute discussion similaire dans son ère pré-Catherine. Alors que les membres du Conseil quittaient la salle de conférence, plusieurs s'arrêtèrent pour le complimenter sur sa vision stratégique et sa sensibilité aux préoccupations des parties prenantes. Des éloges qui semblaient à la fois gratifiants et étrangement creux. Ce n'est qu'en retournant à son bureau et en trouvant Catherine qui l'attendait avec la correspondance de l'après-midi, qu'Alexandre saisit pleinement la mesure dans laquelle son influence avait commencé à remodeler son approche du leadership. Elle leva les yeux des documents qu'elle avait examinés, ses yeux sombres reflétant le genre d'intérêt intelligent qui était devenu si familier au cours des 2 dernières semaines. Comment s'est déroulée la réunion du Conseil? Alexandre s'installa dans son fauteuil, frappé par la réalisation que la question de Catherine portait une préoccupation authentique pour le résultat, plutôt qu'une simple curiosité professionnelle concernant les implications de planification. Mieux que je ne l'avais anticipé, nous allons explorer quelques approches non conventionnelles pour l'acquisition Lefebvre. Le sourire de Catherine suggérait qu'elle comprenait la signification de ces mots au-delà de leur contexte commercial immédiat. Non conventionnel, comment? Pendant les 20 minutes suivantes, Alexandre se retrouva à décrire non seulement les considérations stratégiques qui avaient influencé la décision du Conseil, mais aussi sa propre lutte intérieure entre les impératifs commerciaux traditionnels et des préoccupations plus récentes concernant la responsabilité d'entreprise. Catherine écouta avec le genre d'attention concentrée qui lui donnait l'impression que ces mots portaient un poids au-delà de leurs implications pratiques immédiates, posant des questions qui démontraient à la fois une acuité commerciale et un intérêt authentique pour les dimensions éthiques du leadership d'entreprise. C'est durant cette conversation qu'Alexandre commença à reconnaître l'ampleur complète du changement qui s'était emparé de lui. L'homme qui était entré dans cette réunion du Conseil était reconnaissablement continu avec la personne qu'il avait été tout au long de sa carrière professionnelle. Décisif, analytiquement rigoureux, concentré sur les résultats. Pourtant quelque chose de fondamental avait changé dans son calcul interne, une réorganisation des priorités qui élevait des considérations qu'il avait précédemment rejetées comme des luxes qu'il ne pouvait pas se permettre. La transformation était à la fois exaltante et terrifiante, représentant le genre d'évolution personnelle qui exigeait typiquement des années d'efforts délibérés, plutôt que le simple passage de 2 semaines à proximité d'une assistante exceptionnellement perspicace. Pourtant, Alexandre ne pouvait nier l'évidence de sa propre expérience. Catherine Deschamps avait d'une manière ou d'une autre réussi à éveiller des aspects de sa personnalité qu'il avait cru définitivement enterrés sous le poids accumulé de l'ambition et de la nécessité pragmatique. Au cours des jours suivants, ce modèle d'influence subtile continua à se manifester de façon impossible à ignorer. Lorsqu'il traitait avec des fournisseurs qui n'avaient pas respecté les calendriers de livraison, Alexandre se retrouvait à s'enquérir des causes sous-jacentes de leurs difficultés plutôt que de simplement résilier les contrats et trouver des remplacements. Lors des négociations avec des partenaires potentiels, il commença à incorporer des questions sur leur culture d'entreprise et la satisfaction des employés à côté de l'accent traditionnel sur la performance financière et la compatibilité stratégique. Plus significativement, il commença à remarquer des changements dans la façon dont les autres lui répondaient. Les membres du personnel qu'il avait précédemment approchés avec une anxiété à peine dissimulée semblaient maintenant plus disposés à offrir des contributions substantielles lors des réunions. Les fournisseurs et partenaires commentaient son caractère raisonnable nouvellement découvert, et même Jean Blanchard, lors de leur conversation la plus récente, avait semblé surpris par la volonté d'Alexandre d'explorer des solutions mutuellement bénéfiques plutôt que de s'engager dans leur guerre verbale habituelle. L'effet cumulatif de ces changements était profond,
Pourtant, Alexandre aurait pu continuer à les attribuer à une évolution professionnelle naturelle, sans un incident qui survint durant la 3e semaine d'emploi de Catherine. La journée avait commencé avec une promesse inhabituelle. Une série de réunions réussies avait abouti à l'approbation préliminaire d'un projet d'infrastructure majeur qui générerait des revenus substantiels, tout en fournissant un véritable bénéfice public. Alexandre examinait les contrats finaux quand Catherine apparut dans l'encadrement de sa porte, son expression habituellement composée marquée par une détresse évidente. « Je m'excuse de vous interrompre, mais il y a eu un incident. » Alexandre leva les yeux de ses documents, immédiatement alerte à la tension dans sa voix. En 3 semaines de travail ensemble, il n'avait jamais vu Catherine afficher quoi que ce soit approchant une agitation authentique. Quel genre d'incident? Cela concerne Marie Lefebvre, une des femmes de ménage. Elle a été accusée de vol. Apparemment, quelqu'un a remarqué qu'un presse-papier en argent avait disparu de la salle de conférence Lefebvre après la réunion d'hier, et les caméras de sécurité ont montré Marie dans la zone pendant sa ronde du soir. Alexandre ressentit le serrement familier dans sa poitrine, qui précédait les questions de personnel désagréables. Le vol par des employés, quelle que soit la valeur des objets impliqués, nécessitait une action rapide et décisive pour prévenir l'érosion des normes qui pourraient finalement compromettre l'intégrité de toute l'organisation. A-t-elle été interrogée? La sécurité lui parle en ce moment. Elle nie toute implication, affirme qu'elle effectuait simplement ses tâches de nettoyage normales, mais la voix de Catherine s'éteignit et Alexandre remarqua qu'elle tenait un dossier manille avec une réticence évidente. Mais quoi? Marie a un fils qui nécessite un traitement médical coûteux pour une condition chronique. Son assurance couvre la plupart des coûts, mais il y a eu des dépenses significatives récemment. Les circonstances créent un motif convaincant. Alexandre absorba cette information avec le genre de détachement analytique qui l'avait bien servi dans d'innombrables situations similaires. Le vol par des employés était regrettable, mais pas rare, et les difficultés financières personnelles, aussi sympathiques soient-elles, ne pouvaient excuser un comportement criminel. La ligne de conduite appropriée était claire. Mettre fin immédiatement à l'emploi de Marie, porter plainte si justifiée, et utiliser l'incident comme exemple pour dissuader des problèmes similaires à l'avenir. Pourtant, alors qu'il se préparait à émettre les instructions nécessaires, Alexandre se retrouva à penser à la femme derrière les statistiques, une mère luttant pour prendre soin d'un enfant malade, travaillant des équipes de nuit pour nettoyer les bureaux de personnes qui gagnaient plus en un jour qu'elle ne verrait peut-être en un an. L'image était inconfortablement vivide, rendue plus forte par sa tendance récente à considérer les dimensions humaines des décisions d'entreprise. « Je veux lui parler. » Les sourcils de Catherine s'élevèrent légèrement, bien que son expression suggérât la surprise plutôt que la désapprobation. Le chef de la sécurité a recommandé contre une implication directe. Il est préoccupé par d'éventuelles complications juridiques si des charges sont finalement déposées. Néanmoins, je veux entendre sa version de l'histoire. 20 minutes plus tard, Alexandre se retrouva dans la position inconfortable d'être assis en face de Marie Lefebvre dans une salle de conférence stérile, normalement réservée aux sessions de planification stratégique de haut niveau. C'était une femme d'une 40aine d'années, sa petite silhouette écrasée par le mobilier imposant et les œuvres d'art coûteuses qui les entouraient. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle parlait. Bien que ce soit de peur ou d'une autre émotion, Alexandre ne pouvait le déterminer. « Monsieur Épineux, je vous jure sur la vie de mon fils, je n'ai jamais rien pris à personne. J'ai travaillé pour cette entreprise pendant 8 ans. Je n'ai jamais même été en retard au travail, jamais causé de problème. Je ne risquerai pas mon emploi pour quoi que ce soit, surtout pas maintenant quand Michel a tant besoin de moi. » Les mots furent prononcés avec une dignité qui transcendait sa terreur évidente, et Alexandre se retrouva à étudier son visage avec la même intensité qu'il aurait pu appliquer à l'examen d'un contrat crucial. Ce qu'il y vit n'était pas le désespoir fuyant qu'il aurait pu attendre d'une employée coupable, mais plutôt l'épuisement profond de quelqu'un portant des fardeaux qui aurait écrasé une personne moindre. « Parlez-moi de votre fils. » Pendant les 10 minutes suivantes, Marie décrivit le combat de Michel contre le diabète juvénile, les complications qui avaient nécessité de multiples hospitalisations et la tension financière qui avait progressivement consumé chaque aspect de la vie de sa famille. Ces mots peignaient un tableau d'héroïsme tranquille. Une mère travaillant plusieurs emplois pour se permettre les médicaments et les traitements, sacrifiant chaque confort personnel pour assurer la survie de son enfant. Alors qu'elle parlait, Alexandre prit conscience d'une vérité inconfortable. Marie Lefebvre possédait une force de caractère
qui mettait ses propres luttes privilégiées en dure perspective. Alors qu'il avait passé des années à accumuler pouvoir et richesse pour leurs propres biens, elle s'était dédiée au plus fondamental des objectifs humains, protéger et nourrir la vie qu'elle avait amenée dans le monde. « Marie, dit-il finalement, sa voix plus douce qu'il n'avait prévu, je veux que vous sachiez que nous allons enquêter sur cette affaire de manière approfondie. Si vous êtes innocente, et j'ai des raisons de croire que vous l'êtes, alors nous trouverons la véritable explication de ce qui s'est passé. » Le soulagement qui inonda ses traits était si profond qu'Alexandre ressentit une inattendue constriction dans sa gorge. Voici une femme dont tout l'avenir avait été en jeu, dont les soins médicaux du fils dépendaient de son emploi continu, qui avait fait face à la perspective de la ruine professionnelle et financière, avec une dignité qui l'humiliait. Au cours des heures suivantes, une enquête plus approfondie révéla que le presse-papier manquant avait simplement été déplacé dans une autre salle de conférence par le personnel des installations dans le cadre de l'entretien de routine. Les images de sécurité qui avaient semblé si accablantes s'expliquaient par la routine de nettoyage normale de Marie, qui l'avait amenée à travers la salle Lefebvre à l'heure désignée. Pourtant, ce n'était pas la résolution de la crise immédiate qui resta avec Alexandre, alors qu'il retournait à son bureau ce soir-là. C'était plutôt la réalisation que son premier instinct avait été de présumer la culpabilité basée sur des preuves circonstancielles et un motif financier, tandis que la détresse évidente de Catherine avait reflété une compréhension plus profonde des coûts humains impliqués dans de telles situations. S'il avait procédé selon son approche traditionnelle, Marie Lefebvre aurait été licenciée et peut-être accusée de vol, le traitement médical de son fils mis en danger, et ses 8 années de service loyal rejetées en faveur d'une justice d'entreprise expéditive. La pensée d'une telle erreur judiciaire le remplissait d'une émotion qu'il ne pouvait pas immédiatement identifier, mais qui ressemblait suspicieusement à de la honte. Alors qu'il était assis seul dans son bureau, regardant les lumières de la ville commencer à scintiller dans l'obscurité grandissante, Alexandre se retrouva confronté à une vérité qui était à la fois simple et révolutionnaire. Catherine Deschamps ne changeait pas simplement la façon dont il menait les affaires. Elle changeait qui il était en tant qu'être humain. Son influence le transformait d'un homme qui voyait les autres personnes principalement comme des obstacles ou des ressources en quelqu'un qui reconnaissait leur humanité et leur dignité fondamentale. La réalisation était à la fois exaltante et terrifiante, représentant le genre de transformation personnelle qui ne pouvait pas être facilement inversée ou contrôlée. Pendant 34 ans, Alexandre s'était défini principalement par ses réalisations professionnelles et son succès financier, mesurant sa valeur par sa capacité à dominer les marchés et à intimider les concurrents. Pourtant, Catherine avait d'une manière ou d'une autre réussi à éveiller en lui une capacité d'empathie et de considération morale qu'il avait cru définitivement enterrée sous le poids accumulé de l'ambition et de la nécessité pragmatique. Elle l'avait fait vouloir être non pas simplement réussi, mais digne de réussite, une distinction qui aurait semblé sans signification quelques semaines plus tôt, mais qui semblait maintenant comme le défi le plus important qu'il ait jamais affronté. Alors qu'il se préparait à quitter le bureau ce soir-là, Alexandre s'arrêta au bureau de Catherine, où elle rassemblait ses affaires, après une autre journée de service exemplaire. Elle leva les yeux à son approche, ses yeux sombres reflétant le genre de préoccupation intelligente qui était devenue si familière et pourtant si indispensable à son existence quotidienne. « Merci », dit-il simplement, les mots portant plus de poids que leur brièveté ne pourrait suggérer. Le sourire de Catherine en réponse était à la fois connaisseur et chaleureux, suggérant qu'elle comprenait exactement ce pourquoi il la remerciait et pourquoi une telle gratitude pourrait être difficile pour lui à exprimer. « Je vous en prie, Alexandre, à demain. » Alors que l'ascenseur l'emportait du 47e étage vers le niveau de la rue, Alexandre Épineux se retrouva à contempler le curieux paradoxe de sa situation. En embauchant Catherine Deschamps, il n'avait cherché rien de plus qu'une assistante compétente capable de gérer les exigences routinières de sa vie professionnelle. Au lieu de cela, il avait trouvé quelqu'un dont l'influence transformait graduellement non seulement la façon dont il menait les affaires, mais aussi comment il comprenait sa place dans le monde. Le changement était profond et irréversible, représentant le genre d'évolution personnelle qui exigeait typiquement des années d'efforts délibérés, plutôt que le simple passage de 3 semaines à proximité d'une femme exceptionnellement perspicace. Pourtant, Alexandre ne pouvait nier l'évidence de sa propre expérience, ne pouvait ignorer l'éveil graduel d'aspects de sa personnalité qu'il avait cru définitivement enterré sous le poids accumulé de l'ambition et de la nécessité pragmatique. Demain apporterait de nouveaux défis,
de nouvelles opportunités de tester les principes et perspectives que Catherine l'avait aidé à découvrir. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait se souvenir, Alexandre se retrouvait véritablement incertain de ce que l'avenir pourrait réserver, et malgré l'inconfort qu'une telle incertitude créait inévitablement, il découvrit qu'il avait hâte de le découvrir. La transformation qui avait commencé si subtilement dans les couloirs stériles d'Industries Épineux atteignit son crescendo inévitable par un soir neigeux de fin décembre, quand la ville était recouverte d'un blanc immaculé qui semblait étouffer non seulement le son, mais l'urgence même qui conduisait typiquement l'existence d'Alexandre. La fin d'année avait apporté avec elle la bourrasque habituelle de rapports, d'évaluations et de sessions de planification stratégique. Pourtant, sous les rythmes familiers de l'obligation d'entreprise, Alexandre était devenu de plus en plus conscient de courants sous-jacents qui menaçaient de submerger les frontières soigneuses qu'il avait maintenues entre ses vies professionnelles et personnelles. Catherine était avec lui depuis près de 2 mois, et dans ce bref laps de temps, elle avait accompli quelque chose qu'aucun conseil d'administration, aucun concurrent, aucune crise personnelle n'avait jamais réussi à réaliser. Elle l'avait fait questionner, non seulement ses méthodes mais ses hypothèses fondamentales sur ce qui constituait une vie qui valait la peine d'être vécue. Les changements dans sa conduite professionnelle avaient été observables et mesurables. Les collègues remarquaient son approche nouvellement diplomatique des négociations, les employés parlaient imprudemment du moral amélioré à l'étage de direction, et même ses rivaux les plus acharnés avaient commencé à aborder leurs interactions avec quelque chose, approchant le respect, plutôt que l'hostilité mutuelle, qui avait précédemment caractérisé de telles rencontres. Pourtant, c'étaient les transformations privées qui s'avéraient les plus profondes et troublantes. Alexandre se retrouvait à s'éveiller chaque matin avec quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté depuis sa jeunesse. Une anticipation authentique pour la journée à venir. La perspective de voir Catherine, de s'engager dans leurs conversations de plus en plus complexes sur la philosophie des affaires et la nature humaine, était devenue une source d'énergie qui le soutenait même à travers les obligations professionnelles les plus exigeantes. Cette évolution ne s'était pas produite sans lutte interne. L'homme qui avait passé 15 ans à construire une identité basée sur le détachement émotionnel et la manipulation stratégique n'abandonnait pas facilement de telles défenses. Il y avait des moments, des journées entières, parfois, où Alexandre tentait de réaffirmer les anciens schémas, de traiter Catherine avec la même distance professionnelle qu'il maintenait avec tous les autres employés, de réduire leurs interactions aux exigences purement transactionnelles de leurs rôles respectifs. De tels efforts échouaient invariablement, minés par la remarquable capacité de Catherine à percevoir la personne authentique sous son persona professionnel soigneusement construit. Elle répondait à ces moments de froideur délibérée, sans blessure ni colère, mais avec une sorte de compréhension patiente, qui suggérait qu'elle les reconnaissait comme des manœuvres défensives, plutôt que des expressions authentiques de son caractère. Sa constance à cet égard était à la fois exaspérante et profondément rassurante, créant une stabilité dans leur relation qui permettait à Alexandre d'expérimenter avec la vulnérabilité, sans peur d'exploitation ou de jugement. La crise qui forcerait finalement une résolution à ces tensions graduellement accumulées arriva, de façon appropriée, à travers les mécanismes même du pouvoir d'entreprise qui avaient défini l'existence d'Alexandre pendant tant d'années. Jean Blanchard, son rival de plus longue date, avait apparemment décidé que les récents changements comportementaux d'Alexandre représentaient une faiblesse plutôt qu'une évolution, et avait commencé à orchestrer une série de mouvements stratégiques conçus pour exploiter ce qu'il percevait comme des vulnérabilités nouvellement révélées. L'attaque, quand elle vint, était sophistiquée et multiforme, ciblant non seulement la position de marché d'Industries Épineux, mais aussi la réputation personnelle d'Alexandre au sein de la communauté d'affaires plus large. Blanchard avait d'une manière ou d'une autre obtenu des informations sur plusieurs des décisions récentes d'Alexandre, la structure non conventionnelle de l'acquisition Lefebvre, son intervention dans l'affaire Marie Lefebvre, son nouvel accent sur le bien-être des parties prenantes plutôt que sur la pure maximisation du profit, et utilisait ces exemples pour construire un récit de compétitivité déclinante et de sentimentalité mal orientée. La campagne atteignit son apogée avec un article dans Le Figaro qui dépeignait Alexandre comme un dirigeant autrefois formidable, dont le tranchant avait été émoussé par le succès et l'âge, dont les décisions récentes suggéraient un départ troublant de la concentration impitoyable qui l'avait rendu légendaire. L'article était magistralement conçu, tissant ensemble une analyse d'affaires légitime avec un assassinat de caractère subtil, créant une impression de déclin qui serait difficile à réfuter par de simples déclarations contradictoires.
Alexandre apprit la publication de l'article un jeudi matin de mi-décembre, quand Catherine apparut dans son bureau avec une expression de préoccupation contrôlée, qui l'alerta immédiatement sur la gravité de la situation. Elle posa le journal sur son bureau sans commentaire, lui permettant d'absorber l'impact complet de l'assaut de Blanchard dans une relative intimité. Alors qu'il lisait, Alexandre ressentit la vague familière de colère qui avait toujours accompagné les attaques professionnelles, la réponse défensive automatique qui exigeait des représailles immédiates et écrasantes. Pourtant, sous cette réaction prévisible, il détecta quelque chose de nouveau, un curieux sentiment de libération qui venait de reconnaître que la caractérisation de Blanchard, bien qu'intentionnellement critique, décrivait en réalité une transformation qu'Alexandre en était venu à valoriser plutôt qu'à regretter. « Est-ce grave ?» demanda-t-il finalement, levant les yeux pour trouver Catherine qui l'observait avec le genre d'attention constante qui était devenu si caractéristique de leurs interactions. La réponse immédiate du marché a été minimale. Votre réputation de compétence est trop bien établie pour être significativement endommagée par un seul article. Cependant, il y a des indications que plusieurs concurrents prévoient d'utiliser ceci comme une opportunité pour défier votre position sur diverses négociations en cours. Alexandre acquiesça, appréciant l'évaluation directe de Catherine, tout en notant l'absence de la sympathie ou de l'indignation que d'autres associés auraient pu afficher. Elle comprenait, comme peu d'autres le pouvaient, que cette attaque représentait non pas simplement un défi commercial, mais un test des changements fondamentaux qui s'étaient produits en lui au cours des derniers mois. Que recommanderiez-vous ? La question les surprit tous les deux. Dans toute sa carrière professionnelle, Alexandre n'avait jamais demandé à un subordonné, même à quelqu'un d'aussi capable que Catherine, des conseils stratégiques concernant des questions d'une telle importance personnelle et professionnelle. Pourtant, les mots avaient émergé naturellement, reflétant un niveau de confiance et de respect qui transcendait les frontières hiérarchiques conventionnelles. Catherine resta silencieuse un long moment, son regard se déplaçant vers la fenêtre derrière son bureau, où le soleil du matin projetait de longues ombres sur la ville couverte de neige. Quand elle parla, sa voix portait la qualité réfléchie qu'Alexandre en était venu à associer à ses idées les plus profondes. Je pense que la question n'est pas comment répondre à l'attaque de M. Blanchard, mais plutôt comment répondre d'une manière qui reflète qui vous êtes devenu, plutôt que qui vous étiez. L'ancien Alexandre Épineux aurait lancé une contre-attaque immédiate, aurait utilisé chaque arme de son arsenal considérable pour détruire la crédibilité et la position professionnelle de Blanchard. Mais je soupçonne que cette approche serait finalement autodestructrice, car elle vous obligerait à redevenir quelqu'un que vous ne souhaitez plus être. L'observation frappa Alexandre avec la force d'une révélation, cristallisant des pensées et des sentiments qui s'étaient accumulés sous la surface de la conscience pendant des semaines. L'attaque de Blanchard était en effet un test, mais pas de la façon dont l'un ou l'autre d'entre eux l'avait initialement conçu. Plutôt que de tester la capacité d'Alexandre aux représailles impitoyables, elle testait son engagement envers les nouveaux principes et perspectives que Catherine l'avait aidé à découvrir. Et que ferait le nouvel Alexandre Épineux ? Le sourire de Catherine suggérait qu'elle avait espéré qu'il pose exactement cette question. Il démontrerait par des actions plutôt que par des mots que les changements dans son approche représentent une force plutôt qu'une faiblesse. Il montrerait qu'il est possible d'être à la fois réussi et humain, à la fois compétitif et éthique. Il prouverait que les anciennes façons de faire des affaires ne sont pas les seules façons, ou nécessairement les meilleures façons. Au cours des jours suivants, cette philosophie fut mise à l'épreuve ultime alors que concurrents et partenaires attendirent de voir comment Alexandre répondrait à la pression croissante. Blanchard escalada sa campagne, utilisant des intermédiaires et des alliés pour remettre en question l'aptitude d'Alexandre au leadership, son engagement envers la valeur pour les actionnaires et sa compréhension des réalités concurrentielles dans un environnement de marché de plus en plus difficile. Pourtant, au lieu de répondre avec la fureur et les représailles attendues, Alexandre choisit un chemin différent. Il concentra ses énergies sur la complétion de l'acquisition Lefebvre, selon le modèle non conventionnel que le Conseil avait approuvé, démontrant qu'il était possible d'atteindre des objectifs commerciaux significatifs tout en préservant l'emploi et en respectant les intérêts des parties prenantes. Il accéléra plusieurs initiatives caritatives qu'Industries Épineux avait envisagées, montrant que la responsabilité sociale d'entreprise pouvait renforcer plutôt que compromettre la rentabilité. Plus significativement, il commença à parler publiquement de sa philosophie évolutive du leadership, articulant dans des interviews et des présentations de conférences
une vision du succès commercial qui incorporait des considérations morales aux côtés des métriques financières. Ces apparitions l'obligeaient à défendre des positions qui auraient semblé absurdes quelques mois plus tôt. Pourtant, il se retrouva à argumenter avec une conviction authentique pour des approches qui équilibraient la maximisation du profit avec des obligations sociales plus larges. La réponse fut mitigée mais graduellement positive. Les dirigeants plus jeunes et les leaders émergents exprimèrent leur enthousiasme pour le message d'Alexandre, tandis que les voix plus traditionnelles au sein de la communauté d'affaires restaient sceptiques. Pourtant, même les critiques étaient forcés de reconnaître que sa performance récente avait été exemplaire selon toute mesure conventionnelle. Les profits étaient en hausse, la part de marché s'élargissait, et la satisfaction des employés avait atteint des niveaux sans précédent. C'est durant cette période de justification professionnelle qu'Alexandre affronta finalement les implications personnelles de sa transformation. Les changements dans sa philosophie d'affaires avaient été accompagnés par des déplacements également profonds dans sa compréhension de ce qu'il voulait de la vie, de quel type de relations et d'expériences pourraient fournir l'épanouissement que la richesse et le pouvoir s'étaient avérés incapables de livrer. La réalisation se cristallisa lors d'une soirée tardive de mi-décembre, quand lui et Catherine travaillaient ensemble pour finaliser les détails d'une contribution caritative majeure qui fournirait des bourses pour des enfants de familles à faible revenu. Le travail lui-même était routinier. Réviser des documents juridiques, coordonner avec des représentants de fondations, assurer que la structure du don maximiserait à la fois l'impact et les avantages fiscaux. Pourtant, alors qu'ils travaillaient côte à côte dans l'intimité tranquille de